Et boum les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast, pas toujours court mais toujours aussi efficace, qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, parce qu'on était tous enfuis dans la torpeur des profondeurs d'un truc qu'on appelle les vacances, mais là, à une semaine du début des CrossFit Games édition 2024, il fallait quand même qu'on se remue la couenne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai permis de réunir le duo le plus respecté, adulé, admiré du monde du CrossFit dans les podcasts qui sont faits avec 3 francs 6 sous, avec un humour vraiment ras du bitume. Et c'est la raison pour laquelle j'ai à nouveau réuni pour une nouvelle saison tonitruante ce duo de choc, Gauthier et moi-même, Élie Margerin, le host du podcast. Gogo, comment tu vas? Écoute, ça va, impeccable. Très content d'être back in the game. Ouais, vous avez vu là, on est tous les deux dans. On peut pas faire plus opposé, ok, dans l'hexagone. Genre moi, je suis à l'extrême sud, lui, il est à l'extrême nord-est. Dans les l'un est. En fait, là, c'est un peu, même pour les vacances, c'est un peu. Est-ce que tu es plutôt montagne ou mer? Eh ben, écoute, on a les deux. Il y en a un qui est dans la montagne, il y en a un qui est dans la mer. Non, enfin, j'ai proche de la Ah, ok, plage. bien sûr. Okay. Gauthier, ça va? Comment il se passe ton été? Franchement, ça va pas trop mal. J'ai chaud, mais ça va. Écoute, on essaie de s'entraîner plus ou moins, on fait ce qu'on peut. On s'est inscrit à un trail qui est une idée pas très maligne, donc du coup, je fais comme tous les mecs de 30 ans et plus, je cours maintenant. Donc, c'est bien. Au moins, ça me donne une excuse pour être moins bon en cardio, donc c'est cool. Et soulever encore moins lourd qu'avant, donc c'est bien. Toi, ça roule? La Corse va bien? Ah, t'es devenu. Ouais. Ah, écoute, la Corse va bien. Là, je tourne l'épisode d'aujourd'hui en direct de CrossFit Porto Vecchio, qui est mon nouveau lieu de villégiature l'été, là où je coach quelques heures de temps à autre. Et non, franchement, la vie est belle. Donc, moi, je cours pas, mais pour autant, je lève moins lourd qu'avant. Mais je suis content de savoir que toi, tu es devenu un athlète hybride. Tu fais la partie force de, tu fais la partie force de 860 et tu cours. Voilà, donc tout ce qui te manque maintenant, c'est la résistance au lactique. Non, je fais des PR, je fais encore des PR de force, donc je suis ravi, tout va bien. Et toi, le setup est bon derrière, là, c'est millimétré derrière, c'est au cordeau. Ah C'est pas ouais, il un y a fond pas le vert, choix c'est une parce vraie que box de CrossFit derrière. c'est une vraie box de CrossFit avec de la vraie mise en place faite le matin. Mais c'est simplement parce que ici, pendant le temps de l'été, franchement, c'est archi cool. Il y a plein de drop-ins qui viennent de partout. Mais tu as aussi des séances d'essai, donc c'est pas compliqué. Tu peux vite te retrouver un peu comme à l'ancienne, tu vois, à CrossFit Louvre, le soleil en plus. Genre des classes à 24 avec Ouais, 2 t'as un vrai séances fort en plus d'essai, aussi, j'ai l'impression. 4 drop-ins. Ah ouais, non, mais là, par contre, c'est bon. Ouais, Tu peux tu peux lever les shooter des bras. trucs, hein, y a pas de problème. Hier, j'ai même eu un petit jeune qui vient de CrossFit Reveal, qui s'appelle Louis, qui a 12 ans, et qui me tapait des barres muscle-up dans le haut du jour, tu vois. À 12 ans, c'est interdit de Non, faire des barres franchement, muscle-up normalement. Il a pas des devoirs, lui. tu vis des... Bah écoute, je sais pas quoi te dire, hein, mais en tout cas, tu vis des moments assez réels, mais ça reste vraiment cool. On en profite, les gars, pour vous dire que cet épisode du podcast, et en fait tous les épisodes du podcast, ceux d'avant, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, sont véritablement sponsorisés par WIS Affiliate, le programme qui est conçu pour les honneurs de boxe, avec des plans de cours, des conseils, des tips pour vous aider à mieux coacher. Et c'est comme d'habitude un sponsor complètement officieux, mais c'est juste que vu que c'est Gauthier et moi qui travaillons sur WIS Affiliate, bah, ça a commencé à devenir normal que ce soit le sponsor du podcast. Si on expliquait un petit peu le sujet du podcast d'aujourd'hui, Gogo. Allez, 3 minutes 30 d'intro, ça me paraissait un peu court, mais allez, parlons des vrais trucs. J'avais encore plein de bêtises à raconter. Ouais, effectivement, là, que vous commencez à le savoir, vous commencez à commander les bières, commander les chips, parce que les games, c'est dans une semaine. Et ouais, 7 jours avant le début des CrossFit Games. Donc ça, pour nous, c'était la bonne opportunité de reprendre un petit peu le micro pour faire un petit peu un récapitulatif des choses qu'on sait à ce stade sur la compétition, sur ce qui devrait vous maintenir éveillé jusqu'au bout de la nuit, mais aussi faire le point sur les éléments qui restent encore un petit peu dans l'ombre. Le premier truc qu'on sait, et c'est quand même pour moi, je tiens à vous le dire, une bonne nouvelle, c'est que les CrossFit Games, cette année à nouveau, vont être diffusés en français sur YouTube. Et ça se passera du coup du 8 au 11 avec... prenant en considération le temps de décalage par rapport aux États-Unis, mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'en toute transparence, c'était pas forcément gagné. Et puis on va le faire avec une configuration un petit peu étrange parce que l'année dernière, je travaillais côte à côte avec toi, Gauthier. T'étais vraiment mon aide de camp. T'avais commenté en plus les games un petit peu avec Ouais, moi l'an j'avais dernier. commenté un petit peu, on avait fait les teams avec les double under synchro et tout, je me rappelle, c'était rigolo ça.
Bon, ça, à mon avis, cette année, on aura du coup une partie de l'équipe qui sera à Paris, une partie de l'équipe qui sera de ton côté dans la montagne et une partie de l'équipe qui sera aux États-Unis. À mon avis, hein, si tu te pointes l'air de rien du 8 au 11 chez un mec un petit peu roux que je connais et que tu fais genre que tu ramènes de la glace artisanale ou des tomates cerises, c'est pas impossible que tu commentes. Hein. Ah, il y aura moins de gâteaux apéro cette année, vu que t'es pas là, il y aura moins de gâteaux. Mais bon, ouais, on fera moins de tests des WOD. Parce que l'année dernière, le meilleur moment des games, c'est quand Ellie et moi, on s'est dit, allez, viens, on teste le WOD avec le hold des teams, et que j'ai même pas réussi à me mettre en instant hold dans le jardin. Tellement, tellement on était cuit. Tu te rappelles celui-là? Avec les, je sais plus, c'est le rameur ou quoi, là. Ah ouais, une belle Ouais, je démonstration vois. de fitness dans le jardin encore. Ouais, parce qu'il faut que vous compreniez, quand on travaille comme ça, si on n'a pas la chance d'être aux États-Unis, ben en fait, on travaille plus ou moins de nuit. Donc, on prend l'antenne vers 4 heures de l'après-midi, on quitte l'antenne plus ou moins vers 2 heures du matin, on se couche, à 10 heures, on se lève. Donc, du coup, le seul truc qu'on fait, bah, c'est qu'on peut s'entraîner un petit peu et ensuite on repart. Mais on évite d'aller trop loin parce qu'il y a toujours des tests à faire. Donc, en l'occurrence, ouais, on s'était entraîné dans le jardin. Et puis ensuite, la petite référence à la bouffe, c'est parce que l'année dernière, je bossais côte à côte avec Myriam. Et si vous suivez un petit peu Myriam Ockel sur les réseaux, bon, bah, vous savez qu'elle court sa vie, etc. Mais du coup, vous savez aussi qu'elle fait gaffe à ce qu'elle mange. Et je crois que franchement, la première fois qu'elle m'a emmené faire les courses avec elle et qu'elle m'a fait acheter 12 œufs bio à 10 balles, j'étais vraiment au PLS. Et C'est pas donc, le plus dangereux. moi, je C'est pas le plus comptais. dangereux que vous la suivez. Le plus dangereux, c'est si elle vous suit. C'est vraiment le plus dangereux. Et du coup, voilà, je profitais que Gauthier soit avec nous. Et je disais, vas-y, gros, franchement, tu peux pas ramener des Pringles, un truc comme ça. T'es en prison, je te faisais passer Ah, du ouais, c'est savane sous le bon. manteau. Et donc voilà, Voilà, donc c'est là, lui c'est qui une s'est vraie intro de arrangé pour podcast. que. Là, on y est. Ah là, t'es content. J'ai fait mon Merci. coming out sur le fait que parfois je mange des oméga 6, tu vois, bien transformés, tu vois. Bah ouais, ça m'arrive. Désolé les gars, mais je vous assure que je fais de mon mieux. Donc du coup, quoi qu'il en soit, on va repartir là-dessus et donc juste confirmer qu'il y aura bien une diffusion effectivement sur YouTube de l'intégralité des épreuves des CrossFit Games. On va tenir franchement le pavé une nouvelle fois pendant un petit moment. Et puis comme j'ai pu le dire un peu sur Instagram, on va essayer de faire le max pour avoir des invités. J'ai des potes qui vont essayer de faire des interviews directement auprès des Français présents au CrossFit Games, qui soient juges ou athlètes pendant le temps de la compétition. Et puis, on essaiera d'avoir quelques intervenants extérieurs pendant le temps de la compète. Bref, ça devrait être vraiment marrant. Maintenant, pour vous donner un petit peu envie de venir suivre ça avec nous, bah, on peut un petit peu récapituler simplement les infos qu'on a. Et la première information qu'on a, Gauthier, c'est le lieu où vont se dérouler les Games. Ouais, effectivement, c'est à Fort Worth, Texas, cette année. On quitte. C'est quoi, c'était le Tennessee? C'était où? Non, c'est pas le Tennessee, j'ai des conneries, c'est tout. Madison, Wisconsin. Madison, Wisconsin. Wisconsin. Ah, non seulement les games, c'est plus tard maintenant, et ça s'est délocalisé. Parce que là, en gros, il y a une semaine de décalage avec les games de l'année dernière. C'était quoi? C'était du 1 au 6, je crois, l'année dernière, les games? Un truc comme Ouais, ça, c'est du 1 au possible, ça 6 s'étale août. un petit peu. Je pense que Il y c'est avait quoi? eu C'est aussi dû un petit décalage. à la saison qui était plus longue? Alors, je veux dire, pour organiser le French, je pense que c'est simplement quand tu commences à prendre une salle qui est plus une salle de spectacle que véritablement uniquement un stade. En vrai, il y a tellement d'events qui sont organisés dans ce genre de structure qu'il Ouais, tu faut que prends tu les arrives à te places qui sont positionner. bien. Ouais. Sinon, tu Ouais, finis à et monter même un des rig fois, à côté du concert de Julien Clerc. c'est à peu près ça. Remarque, cette année, les demi-finales, on les a montées dans une structure où avant, il y avait Etienne Dao, tu vois. Ah, c'était Etienne Donc, Dao, c'est c'est pas sûr, Julien Clerc, putain, je me suis trompé. Et donc du coup, cela étant dit, moi de ce que je sais de l'organisation des games, c'est que vraiment la ville de Fort Worth, mais j'avoue, tu l'as très bien prononcé, Gogo, je suis vraiment épaté. Ah, écoute, j'ai En bossé, fait, hein. elle tenait vraiment à faire venir les games directement dans l'état du Texas. Et donc, je pense qu'ils leur ont quand même un petit peu déroulé le tapis rouge. Si vous avez jamais été au CrossFit Games, notamment quand vous alliez dans une ville comme Madison, qui est une ville un petit peu réduite, c'était ouf. Hein, elle vivait au rythme des CrossFit Games. Il y avait des panneaux partout. Bienvenue dans la ville la plus fit de la planète, etc. Donc, je pense qu'on va retrouver un peu cette ambiance-là cette année au Texas. L'arène, elle est assez ouf. On peut aller regarder, hein, checker un petit peu le site internet de cette arène. C'est facile à trouver. Dickies, c'est la référence à la marque de vêtements Dickies pour les fans de hip-hop des années 90. Donc, je pense que auditeurs de ce podcast, il y en a environ zéro. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment donné où en France, mettre des sapes Dickies, c'était quand même gavé stylé. Mais c'est une arène qui est énorme. Elle peut tenir entre 10 et 15 000 spectateurs et elle a plein de configurations différentes. Donc, soit pour du concert, des spectacles, mais aussi des trucs, on va dire, un peu plus alternatifs pour nous qui sommes français, genre des compétitions de rodéo. Donc, t'imagines, tu prends un truc qui est 2 fois comme Bercy, tu le remplis de paille, tu le remplis de sable et tu fais cavaler des taureaux et des chevaux dessus. Donc ça, pour moi, c'est intéressant parce que ça va peut-être pouvoir contrebalancer le fait que la plupart des épreuves cette année vont se faire en indoor et pas en outdoor. Et ça, Gauthier, c'est un peu la deuxième nouveauté qui intervient avec ce changement de lieu.
Ouais, carrément, on avait quand même l'habitude que tous les WOD se fassent, c'est quand même pas mal de WOD. Il y avait plusieurs floors, il y avait un floor extérieur qui était au niveau du North Park qu'on avait, à Madison, qui était très cool. On a pu voir des events de ouf avec le jerk depuis les blocs et les sprints de course à pied qui était un super event là-dessus. Là, ça va se passer à l'intérieur. Franchement, ça se comprend plus ou moins parce que là, il va faire déjà 30, il fait 39 degrés actuellement, déjà au Texas. Donc peut-être que la météo a dû jouer. Je sais pas si ça a beaucoup attendri Dave Castro, très honnêtement, mais c'est peut-être aussi la configuration du lieu qui est comme ça. Ouais, la météo apparemment au Texas, c'est vraiment violent. Donc forcément, pour le soleil et éviter certains désagréments qu'on avait pu avoir, notamment à Carson à l'époque où les games se faisaient à Los Angeles, où les athlètes, notamment lors du Murph, ou quand ils devaient faire des tractions sur un rig qui était posé en extérieur, bah, très facilement, soit ils avaient des coups de chaud, soit ils se blessaient. Après, je pense aussi que le fait de faire beaucoup d'épreuves à l'intérieur, vu que cette année les games aux États-Unis sont rediffusés sur ESPN, c'est ce qui va aider aussi à avoir une meilleure lisibilité des épreuves et un peu plus de spectacle. Donc je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait que c'est pas trop un problème de faire les épreuves à l'intérieur. Donc nouvelle date du 8 au 11, nouveau lieu, c'est au Texas, un peu de nouvelle configuration parce que la majeure partie des épreuves se font du coup en inside. Quelque chose qui est constant par rapport par contre aux éditions précédentes, même si dans la forme ça évolue un peu, c'est les cuts. C'est pas le même nombre d'athlètes qui seront présents le dimanche comparé à ceux qui auront démarré la compétition. Ouais, effectivement, on a quand même l'habitude de voir au CrossFit Games, s'il y en a qui viennent pour les premières fois de regarder les CrossFit Games, sachez que c'est très 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 souvent 40 garçons, 40 filles depuis des années qui s'affrontent pour savoir qui est le plus fit de la planète. Là, encore une fois, le format il sera respecté du jeudi jusqu'au samedi après-midi. Et le samedi après-midi, ce sera que les 30 plus fit qui seront invités. Et le dimanche matin, les 20 plus fit de chaque catégorie qui seront invités à continuer la danse. Et donc ça, en vérité, parfois, ça fait un peu grincer des dents parce qu'en fonction des éditions, les cuts, ils ont été plus ou moins agressifs. Bon, je pense que l'année où les cuts ont été les plus agressifs, ça a été véritablement en 2018, mais c'était parce qu'il y avait beaucoup de compétiteurs, parce que c'était une année où on avait invité les meilleurs de chaque pays à venir représenter un petit peu leur nation au CrossFit Games. Donc là, c'était pas compliqué, hein. Tu faisais 3 snatchs de montée de corde et tu retournais dire bonjour à ta maman. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu différent, c'est plus progressif. Les cuts, c'est pas du goût de tout le monde, mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on se rapproche des cuts, chaque épreuve devient un peu plus intéressante à regarder et aussi à commenter parce que quand on regarde que les 30 meilleurs, bah, si votre pote que vous soutenez est les 32 ou 33, bah, c'est sûr que lui il a envie de se bagarrer fort pour rester un petit peu dans la danse. Pendant ce temps-là, celui qui était 26, 27, et bah, lui aussi il doit se bagarrer fort, ok, pour pas dégringoler, et ça évite aussi un petit peu bah, parfois les manœuvres entre guillemets pseudo-stratégiques, c'est-à-dire que les athlètes peuvent plus raisonner à l'échelle globale. Il faut qu'ils donnent quand même relativement une grosse intensité et qu'ils livrent une grosse perf pour rester toujours bien positionnés parce qu'ils peuvent pas faire des descentes et des remontadas. Plus on avance, plus les taux se resserrent un petit peu et donc ça contraint un peu à ça. L'autre truc spécialement intéressant cette année, c'est qu'on aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on évoquera les différentes épreuves. Mais il y a une épreuve très importante dans la communauté CrossFit qui a été choisie pour clôturer la journée du samedi, celle qui va faire qu'on va passer de 30 athlètes à 20 athlètes. Et du coup, le fait que ce soit cette épreuve-là qui a beaucoup de sens pour la communauté et que en même temps, elle permette de déterminer en fait quels sont les 30% d'athlètes qui vont devoir abandonner la compétition à la fin du samedi, je pense que ça lui donne beaucoup de sens et qu'alors que c'est une épreuve qui est plutôt lente pardon, et qui pourrait apparaître comme étant à pas se mentir, un peu rébarbative ou un peu chiante à regarder, là tout d'un coup, je pense qu'elle va changer un petit peu de saveur parce qu'on va avoir vraiment à cœur de savoir qui va s'en sortir et qui va se faire couper la tête. Et qu'est-ce que tu en penses, du coup, de cette histoire de cut? Est-ce que tu te dis que Dave Castro et Adrian Bozman se sont dit, OK, on va faire des cuts parce que ça peut rendre les choses plus attrayantes pour ESPN, pour la télé, ou est-ce que pour nous, c'est plus simple, on a moins de... J'y crois pas trop à cette histoire de dire de matériel ou quoi, c'est quand même les CrossFit Games, mais est-ce que c'est plus simple d'organiser les floors avec 20 athlètes, on peut mettre des spectacles différents? Parce que vraiment, ce que Dave Castro fait, c'est qu'il teste tellement les WOD que lui, ce qu'il veut, c'est créer un show. Vous dites pas, quand vous voyez les WOD, ils ont été réfléchis pour tester le fitness, c'est vrai, mais ils ont aussi été testés et réfléchis pour que vous passiez un super moment sur place et à la télé aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là? Ouais, je pense qu'il y a plein de choses. Déjà, pour l'instant, la première chose, c'est que Dev, ce qui l'a toujours intéressé avec les CrossFit Games, du moins ce que j'en sais, c'est toujours de déterminer celui ou celle qui est la plus fit et qui n'a pas peur, en vérité, de couper des têtes. Je pense que ça, c'est son background militaire, c'est qu'il était formateur au sein des Navy Seals et que, bien sûr, la méthodologie lui tient à cœur, mais que bon, au final, vu qu'il lui faut le et la meilleure,
Lui, il a pas peur un petit peu d'élaguer, ça lui pose pas trop de problèmes. La question du matériel, oui, je pense effectivement pas que ce soit un souci quand on connaît la relation qui existe entre Rogue et CrossFit. Mais néanmoins, on n'a pas encore vu les équipements qui vont être mis en place. Bon, ça a l'air de rien, mais tu vois, de quoi, s'il y avait un objet particulier à produire, bah, produire 20 pièces versus produire 40, c'est sûr que c'est pas la même. Mais je pense que tu l'as très bien expliqué. Je pense que l'un des enjeux, surtout maintenant dans le monde du CrossFit et surtout du CrossFit un peu sportif, un peu compétitif de haut niveau, et ben c'est d'améliorer la lisibilité des épreuves et de permettre même à quelqu'un qui ne connaît pas la discipline de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc c'est vrai que si on veut que les games servent aussi à remplir les box ou à donner envie à des gens d'en savoir un petit peu plus sur le pourquoi du comment de cette espèce de méthodologie qui est aussi un sport mais qui apparemment pourrait être bonne pour la santé, qui peut être faite par tous mais qui des fois produit des athlètes absolument incroyables, bon il faut que ce soit facile à lire. Et vous pouvez faire l'expérience. Hein. Vous pouvez tenter, vous, d'aller regarder les archives des CrossFit Games, par exemple 2014, 2015, 2016. Vous allez voir vraiment des compètes de ouf avec des grands gladiateurs, des héros qui nous manquent parfois parce que chacun avait un peu sa saveur. C'est Lucas Parker ressemblait pas exactement à Chris Piller, qui ressemble pas exactement à Jason Kalipa, par exemple. Mais je veux dire, à moins d'être un mordu de CrossFit, franchement, vous montrez ça à n'importe qui d'autre, vous avez de grandes chances qu'ils vous disent que c'est chiant, quoi, que c'est nul. Donc là, je pense qu'avec une arène indoor finalement qui est quand même très grande, très spacieuse, moins d'athlètes, ça va peut-être donner plus d'agilité en termes de scénographie, ok, pour vraiment rendre les épreuves lisibles. Et puis même le fait que ce soit indoor, t'imagines s'il couvre des choses dynamiques comme par exemple le rodéo, ça veut dire qu'il doit avoir de la spider cam, des angles de partout, et que donc tu devrais avoir la possibilité, si c'est pas d'avoir une lecture, tu sais, exhaustive des épreuves, mais en tout cas de raconter l'histoire que tu as envie de raconter. Donc si c'est toi contre moi, que c'est moi qui suis leader et que toi tu fais une remontada de l'autre côté du field, on devrait être en mesure de la remonter et Ouais, de pouvoir franchement voir ça va ça, ouais, c'est créer clair. un peu de drama. Bah ouais. Et donc D'avoir pu non voir franchement, ça, pardon, d'avoir pu voir ça non. au French, les équipes de broadcast des games, c'est la première fois que donc on voyait travailler en inside les équipes de broadcast de broadcast des games. Il faut se rendre compte que c'est des gens qui déjà sont venus des États-Unis et qui sont armés pour faire des événements énormes, quoi. Eux, ils font d'habitude, ils me disaient, quand on a visité le camion régie, c'est des mecs qui font des courses de NASCAR, enfin qui font des événements, qui font des millions et des millions de téléspectateurs aux États-Unis. Et c'est vraiment des équipes ultra pro qui sont là et filmer du CrossFit. Quand vous voyez les floors et que vous voyez les athlètes marcher sur les mains avec la caméra qui est très proche, c'est vraiment un mec qui est avec la caméra dans les mains en train de reculer sur le floor à quelques centimètres de la personne. Enfin, c'est un vrai boulot de raconter quelque chose avec du CrossFit. Surtout quand c'est Rammer and Walk. Faut le rendre sexy le truc. Ouais, puis voilà, une nouvelle fois, on se rend pas compte, mais par exemple, nous au French Rodon, on a toujours fait des broadcasts, du moins avant cette année, qu'on finançait par nous-mêmes avec des mecs hyper pros, hein, mais c'était vraiment des pirates. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient à 6 et ils abattaient le boulot de 10 à Ah 15 oui. mecs. Là, les Américains qui ont fait le déplacement pour les demi-finales, eux, pour le coup, donc ça c'est CrossFit qui les a envoyés parce que Mm. l'intégralité de la demi-finale a été organisée et financée par le French, mais toute la partie couverture média, c'est CrossFit qui a donné son appui. Ouais, les mecs, t'as vu les camions de la NASA, comme tu dis, camion régie. Moi, les mecs, jusqu'à présent, personne n'avait de camion régie chez nous. On avait un KGB, 3 bouts de pizza, 2 machines à café. Et donc, ouais, forcément, c'était hyper cool. Et je pense que le résultat, il va être chouette, encore plus chouette pour nous, parce que la plupart des gens aux États-Unis, pour regarder la compète, il faut qu'ils payent un service payant. Mm. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est un truc additionnel. Alors que nous, tranquille, on va allumer notre YouTube. Bon, vous allez juste devoir supporter la voix d'un mec absolument intolérable qui peut faire des blagues très douteuses un jour sur deux. Mais je veux dire, en dehors de ça, ça va Bah, arriver ne direct tout de ratez suite pas pour les vous. streams à partir de 1h, 2h du matin. C'est à ce moment-là qu'il faut regarder les lives. Hein. C'est quand même ça, c'est quand même la base. Donc du coup, voilà, pour revenir à notre sujet, nouveau lieu, streaming en français, les cuts, ça reste inchangé. Maintenant, les dernières informations qui ont réussi un petit peu à transpirer comme moi du fond là dans la box de Porto Vec, et ben c'est quelques infos sur les épreuves de cette année. Il y a pas grand chose qui a été dévoilé. Il y a eu dans un premier temps la première épreuve qui a été donnée, une épreuve qui va se faire à la fraîche puisqu'elle va débuter à 7 heures du matin. Donc à nouveau, tu vas pour éviter la canicule qui peut régner au Texas. Et ça va être un event de run et de swim. Ouais, effectivement, on a vu qu'il y aurait un petit peu, c'est traditionnel, les events longs au début des grosses compétitions, ou en tout cas au début des CrossFit Games, on se rappelle qu'il y a toujours eu des run swim run avec des départs hommes et femmes en même temps, avec Sam Briggs qui double Fikowski au ranch juste pour le plaisir de le doubler, par exemple. C'est toujours des events qui sont très chouettes. Là, ça va être encore le cas cette année. Ça va courir un petit peu et ça va nager un petit peu. Ouais, ce qu'il y a d'intéressant,
sur l'épreuve de cette année comparée à d'autres, pour commencer, c'est la distance de course. Ok, on va être sur un 5 km de course à peu près parce que c'est exprimé en miles, mais c'est vraiment le mètre étalon utilisé en CrossFit. On l'a déjà dit l'année dernière où ils avaient déjà eu plus ou moins 5 km à courir, que vraiment c'est la distance qui est la plus souvent programmée sur CrossFit.com. Mais là, le nouvel élément, c'est la natation. Tu te rappelles par exemple Guillaume, l'année où il a fait les CrossFit Games, Guillaume Briand, il espérait vraiment pouvoir montrer de quoi il était fait sur l'épreuve de natation, mais son épreuve de natation, elle ressemblait un petit peu à l'épreuve natation bar muscle up de 2013, je crois, avec natation Froning. ski erg. Ouais, c'est ça, il avait fait natation ski erg, et donc c'était un vrai c'est le faux premier event WOD de que mon natation. papa a vu de CrossFit. Mon papa, il s'est mis sur le live, il m'a dit, je vais regarder un peu ce que tu fais. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a aucun sens. À juste titre, c'était au Krenikov et il était au ski erg à plus de 2400 avant de sprinter dans la piscine. Il sautait, il tendait les bras, il passait de l'autre côté, mais ouais, c'était impressionnant. Vous, Européens, petite main, petit bras, pourquoi avoir besoin de bouger dans l'eau pour passer de l'autre côté? Yvan Hugo, Rocky 4. Non, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça c'était un vrai faux event de natation, puisque finalement le séparateur c'était plus le ski. À l'époque de la natation et des bar muscle up, peut-être que la séparation c'était plus les bar muscle up. Et c'est seulement quand on a commencé à la Hermosa Beach que la natation elle a pris davantage son rôle. Mais moi j'ai entendu une histoire, je sais pas si elle est du niveau de la rumeur ou si c'est véritablement avéré. Et j'ai déjà raconté sur le podcast qu'une année, Dave, ce qu'il aurait aimé, c'est avoir un bâtiment, donc un navire de l'armée, pour pouvoir dropper les athlètes à distance, tu vois, par rapport à la côte, pour les faire nager, mais sans qu'ils puissent avoir pied, si tu veux, ou toucher le fond. Et ça s'est pas fait au dernier moment parce que justement le bâtiment qui aurait dû être réservé a été réquisitionné pour je ne sais quelle manœuvre. Là, quand on regarde le tracé qui a pu un petit peu fuiter sur Internet, on se rend compte qu'ils ont vraiment une distance à parcourir dans un lac de 900 mètres. Donc je veux dire 900 mètres, c'est-à-dire que tu as un stade quand même quand tu nages où tu vois pas la côte derrière toi, tu vois pas la rive devant toi, donc c'est toi et ton stress. Okay, ouais, tu veux pas mettre ta main sur le bord de la piscine là. Ah, là, tu peux pas. Et en plus de ça, apparemment, vraiment, le lac est profond. Donc, je veux dire, t'as vraiment pas pied. Donc, je suis certain qu'il y aura un gros dispositif de sécurité. Je suis certain aussi que si tu mets la main sur un mec, un sauveteur ou je ne sais quoi, à minima, tu te prendras une grosse pénalité. Et connaissant Dave, peut-être même que tu devras... Tu sors de l'épreuve, hein. Ouais, tu vas sortir de l'épreuve, ou pourquoi pas même de la compétition. Il n'y a rien d'impossible. Mais bon, t'imagines, tu démarres ta compète par un DNF, c'est quand même assez violent, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a ce côté-là, et pour le coup, cette épreuve aussi devrait être diffusée, donc je pense que ça va être intéressant si on a des plans un petit peu aériens pour voir un petit peu comment ça se passe, et puis ça implique aussi qu'il y aura quand même un fond de stratégie, parce que 900 mètres de nage, ça laisse quand même l'opportunité de voir des changements de position, et donc je doute pas qu'il y aura un petit finish avec un petit sprint une fois sorti de l'eau, mais entre le mass start et tous les déplacements qui pourront avoir lieu dans les 900 mètres et un petit finish au sprint, ouais, je pense que ça va être une épreuve, certes, qui va être longue, mais qui devrait être fun à regarder. Mais cet event-là, on est d'accord, ça commence par la course. Il commence par le 5K. Oui, c'est ça aussi l'une des nouveautés, c'est que tu commences par la course, alors que ça très va étaler souvent, un peu quand les on fait les athlètes. deux... Ça, c'est quand même l'avantage, c'est que ça va pas rentrer dans l'eau en gros groupe. Parce que là, on enregistre le podcast ce mercredi. Ce matin, il y avait le triathlon des Jeux. Et quand ça a plongé dans l'eau, j'aurais pas aimé être un athlète, hein. Ça se mettait des grandes gifles dans l'eau. C'était impressionnant, quoi. Donc tu te dis que peut-être que courir un peu avant, ça t'évite d'avoir Yellowstone à côté de toi qui te met une grande bouffe dans la tête, là, et c'est quand même mieux. Ah ouais, mais tu reparlais de Krenikov tout à l'heure. Ah, je pense que Krenikov... Si t'es entre les deux, je peux te dire, t'as intérêt à tu nages en brasse, hein. il te met une brassée, le mec, c'est un tsunami. En tout cas, voilà pour la première épreuve, donc une épreuve relativement longue et avec de la course. La course, c'est encore un élément qu'on va retrouver dans l'une des épreuves qui a été annoncée, et c'est la deuxième épreuve qui sera en outdoor, puisque CrossFit a simplement partagé le fait que sur une seconde épreuve, on aurait un sprint, un temps de récupération, et ensuite que les athlètes devraient courir un mile de course à pied. Donc là encore, c'est des distances qui sont assez caractéristiques de la méthodologie CrossFit et des CrossFit Games. On a fait un effort long. Avec le sprint, on peut imaginer que ce sera la longueur d'un terrain de foot, donc sensiblement une centaine de mètres. On va être sur des efforts très courts. Et puis le mile, on devrait être entre, je pense aux alentours des 5 minutes. Donc ça fait différentes durées d'efforts. Et si vous avez déjà suivi le podcast, vous savez, comme le créateur de la méthodologie, Greg Glassman, il fait souvent référence au temps d'un athlète généraliste au mile comparé à celui du spécialiste. Donc c'est
peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'on aura certains athlètes qui seront capables de courir le mile après le sprint en moins de 5 minutes. Ce sera assez cool à voir. Et bien entendu, on sera loin du record du monde qui, je crois, est détenu par un Britannique qui a couru ça genre en 3,43. Je ne sais pas si t'imagines un kilomètre 6 en 3 minutes 43. Pour l'instant détenu par un Anglais, parce que là, il y a Willy qui est en train de se préparer. Attendez qu'il fasse son 1006 et après, ce sera un record des Vosges. Mais qu'est-ce que j'allais dire comme bêtise? Ouais, franchement, les sprints, ça a toujours été un truc qu'on a pu voir au CrossFit Games. Une des images les plus cool, je sais pas si vous vous rappelez, c'était les sprints avec changement de direction et passage au-dessus des différentes haies où Dan Bailey est devant tout le monde, il saute l'avant-dernière haie, il y a ses lunettes de soleil qui se barrent et non seulement il les chope au vol et il gagne l'event. Donc ça, c'était vraiment des trucs, c'est vraiment un truc stylé des CrossFit Games dont on se rappelle quand même pas mal. Ouais, c'est ce qu'on allait dire, c'est qu'il y a encore des zones d'ombre, d'accord, sur l'épreuve, notamment sur le mile. Est-ce qu'il va être à plat? Est-ce qu'il y aura du relief? Est-ce qu'il pourrait pas utiliser, comment dire, certains éléments qui seront sur le stade extérieur? En vérité, on n'en sait rien. Et le sprint, même chose. Moi, je t'avoue que j'espère pouvoir voir quelque chose un peu type slalom, comme tu dis. Je trouve que ça rajoute un petit côté un petit peu dynamique. Et puis qu'en plus de ça, ouais, ça fait des belles images, c'est un peu marrant. Et ouais, je pense que ça peut être une épreuve qui va être cool aussi à regarder et qui promet, à mon avis, des moments instagrammables d'exception. Et l'autre inconnu de cet event-là, c'est effectivement l'ajout du sandbag en forme d'étoile de Rogue, qui, en fait, quand on regarde un peu l'Instagram de Dave Castro, on voit il y a le sprint qui est annoncé et le 1600 mètres de course. Et juste derrière, il y a écrit Event 6 Implement, donc un ajout à l'Event 6, et on voit un sandbag en forme d'étoile avec le drapeau texan. Ouais, parce que c'est l'État du Texas. Vous savez, le drapeau américain, c'est un drapeau avec 50 étoiles. Ok, du coup, le Texas, c'est, on va dire, a son drapeau avec une seule étoile dessus. Donc, c'est une petite référence, un petit clin d'œil. Voir ce qu'on va faire avec. Peut-être du haul, peut-être bouger, peut-être que ça aura peut-être à voir avec le sprint ou avec le mile. Hein. Ça pourrait être un mile à réaliser le plus vite possible avec un lest. Honnêtement, ce serait pas surprenant dans le sens où répéter quand même 3 fois de la course à pied sans qu'il y ait quoi que ce soit, tu sais, pour moduler un petit peu cette épreuve, ça paraît quand même un petit peu surprenant. Bon, cela étant dit, en règle générale, les games, c'est entre, je sais pas moi, 12 et 15 scores, parce que des fois on dit c'est des events. Ouais, c'est des scores, donc des fois c'est différent. Donc on peut imaginer des choses très variées. En tout cas, on ne tardera pas à le savoir. Mais c'est vrai que ça, c'est le petit cadeau un petit peu posté par Dave pour montrer cet équipement qui, il me semble, existait déjà, parce que même en couleur orange avant chez Rogue, mais là ils ont fait une petite édition spéciale, là, cette étoile un petit peu lestée, exprès pour les CrossFit Games. Bon, c'est cool. On a vu que ça allait courir un peu quand même. Ça, c'est bien. Maintenant, sur la plage, courir, ça sert pas à grand chose. Il y a un autre event qui a été annoncé. Il y a l'épreuve du clean leader. Yes, ça pour le coup, c'est un grand classique, quelque chose qui avait un petit peu disparu sous la couverture d'Adrian Bozeman, parce que vous le savez, Dave Castro a pendant des années programmé l'intégralité des Games, assisté par une équipe, là n'est pas la question. Puis ensuite, il avait officiellement passé le flambeau à Adrian Bozeman, qui a du coup eu les rênes de la compétition pendant 2 ans. On se rappellera du coup de l'utilisation notamment de gros sandbags pour venir tester la force un peu brute de nos athlètes. Et puis petit à petit, je pense que Dave, ça lui manquait un petit peu d'avoir les rênes de la programmation, donc ils sont répartis les rôles un peu différemment. Dave Castro est aujourd'hui en charge de la programmation des individuels, tandis qu'Adrian Bozeman, lui, s'occupe plus de celle des équipes, même s'ils collaborent toujours, et donc c'est assez logiquement qu'on retrouve, si vous voulez, le retour des épreuves de type clean ladder qui ont quand même créé les belles images qui sont liées à CrossFit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ce type d'event assez sensationnel. Et donc, on est reparti sur un mode de fonctionnement qui pourra rappeler le déroulé de certaines épreuves, mais avec quelques twists. Si je dis pas de bêtises, Gauthier, on va partir toujours sur plusieurs séries. Les athlètes, seuls les meilleurs, auront l'opportunité de basculer d'une série à une autre, mais il y a des petites évolutions aussi à l'intérieur de chacune des séries. Ouais, effectivement, on voit si vous voulez aller voir de votre côté, c'est toujours sur Instagram de Dave Castro, vous voyez la vidéo. Si vous avez compris la vidéo, franchement, vous avez fait le plus dur pour les CrossFit Games 2024. Moi, j'ai dû la regarder 8 fois avant de comprendre ce truc-là. Mais effectivement, il y aura des évolutions de répétition. Ce sera pas un clean ladder au sens où on l'entend, où c'est une rep, je passe au-dessus de la barre, je passe à la suite. Là, c'est 30-20-10. Yes, 30-20-10, ça c'est le... je peux te dire, tu peux la regarder encore une fois la vidéo, parce que 30-20-10, 30-20-10, c'est le nombre d'athlètes qui vont passer. Je savais, c'est pas les poids de barre. Je me suis dit quand même 10 kilos en fin de leader, ça me paraît quand même moyen lourd. Allez, je vais vous briefer, moi, sur cette vidéo que j'ai regardée et je crois que j'ai presque compris.
Alors, donc effectivement, ce sera un clean ladder, il y aura plusieurs séries. Sur la première série de travail, les 30 athlètes vont tenter de passer, il me semble, 5 barres, mais ça à vérifier. Sur les premières barres les plus légères, ils auront à faire 3 reps, puis ensuite 2 reps sur celle de poids intermédiaire, et ensuite une rep. À l'issue de cette première vague, ils vont garder que les 20 meilleurs et du coup les 20 meilleurs vont accéder à la suite, du coup une deuxième série où là cette fois-ci il y aura un peu moins de barres, donc peut-être 4 si je vous dis pas de bêtises et un peu moins de répétitions. Ça démarre, il me semble, à 2 répétitions et ensuite sur les barres les plus lourdes de la série, ça termine à 1. Et à l'issue de cette seconde série, on gardera que les 10 meilleurs athlètes qui pourront passer du coup sur la dernière série de barres où là cette fois-ci ils commenceront avec 2 répétitions, puis à mesure que les poids vont augmenter, ils travailleront pour le coup à l'unité. Et j'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas de vie, vous pouvez tenter de déterminer la charge la plus légère et la charge la plus lourde de ces vagues-là, et que si vous commentez ça sur le post de Castro, et ben il vous offre un sac Gorok. Vous savez, un sac qui sera encore vivant quand vous serez mort depuis 50 ans, tellement ils sont solides. Et donc voilà, quoi qu'il en soit, ça va donner à mon avis une épreuve visuellement hyper intéressante. Je pense aussi que, connaissant un petit peu le goût de Dave Castro pour, comment expliquer, pour le sensationnel, etc. Je pense que ce ladder risque d'être le plus lourd qu'on ait jamais vu dans l'histoire des CrossFit Games, aussi pour témoigner du progrès de nos athlètes. Et donc ça arrivera du coup avant la fin de la journée du samedi, puisqu'on aura, comme tu l'as compris, 30 athlètes en lice. Ah bah attends, maintenant je l'ai compris, ouais, effectivement, si vous regardez la vidéo, ça ne se lit pas de gauche à droite, c'est un piège, ça se lit de haut en bas, du coup. C'est pour ça qu'en fait, vous allez voir qu'à gauche, il y a 3 fois 1, et c'est pas que les 3 finissent premiers. Non, 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 c'est qu'en fait, il y a une barre, une rep à faire. Ah ouais. Donc ouais, effectivement, Okay. c'est ce que l'année dernière, on avait eu un comment ça s'appelle, un WOD avec du clean, mais c'était effectivement super rapide et on était en train de le commenter tous les deux, ce WOD-là, et on n'avait pas le temps de trop parler de ce qui se passait parce que ça bougeait super vite et les barres s'enchaînaient. Il y avait quand même une performance de ouf de Farlow, je crois qu'il avait épaulé 180 kg ou un peu plus de 180 kg. Donc c'était pas trop mal comme dans le milieu de l'haltérophilie. Et ça devrait quand même, on devrait avoir une épreuve qui est visuellement un peu différente et j'espère un peu mieux retransmise vu des performances que les garçons et les filles vont faire à ce moment-là. En tout cas, au cas où, si vous connaissez Johan Gigor, dites-lui que pour départager les athlètes qui vont buter sur la même barre, je ne sais pas comment est-ce qu'il compte les départager. Est-ce qu'il doit faire des double under? Est-ce qu'il doit faire des deadlifts? Ou est-ce qu'il doit faire des burpees? Je n'en sais rien. Ceux qui connaissent Johan vont rigoler à cette blague. Et puis pour les 900 autres qui écoutent le podcast et qui ne savent pas de qui je parle, débrouillez-vous et faites semblant de rigoler. Exactement. Donc ça, c'est la troisième épreuve qu'on connaît véritablement de cette compète. Il en reste une. Ok, celle-ci, je pense, c'est celle qui a fait couler le plus d'encre et c'est celle qui va clôturer la journée du samedi. Celle au travers de laquelle on va être capable de déterminer quels sont les 20 meilleurs athlètes qui pourront concourir sur la journée du dimanche pour continuer à tenter de devenir l'homme et la femme le plus fit de la planète. Et cet entraînement, c'est Chad. Ouais, carrément. On a encore vu des indiscrétions sur ce Tchad avec l'athlète de la Demo Team qui fait des box over et pas des box step up, qui est un petit switch par rapport au WOD originel. Elle est incroyable, cette athlète, non? Est-ce qu'on peut juste prendre 3 minutes pour dire à quel point elle est incroyable? Trista, si tu m'écoutes et que tu as fait français à le high school, ok, Marimi. Tu peux lui demander si elle a fait ça au high school, puisque c'était la gagnante des CrossFit en Teens, je crois, il y a encore 2 ans. Donc, ok, d'accord, c'est bon. Ça y est, j'ai passé une fois que toi. Comme pour voler la vanne d'un mec que j'ai entendu il y a pas longtemps, je vais encore passer pour un pédophile qui connaît la loi. C'est comme ça. Quel âge as-tu? 18 ans, c'est pas la majorité dans ton pays. Je reviendrai plus tard. Quelle horreur. En tout cas, elle est très belle. Je peux quand même continuer mon baratin. En tout cas, elle est très jolie. Et effectivement, on peut parler de Tchad. Premièrement, on pourrait évoquer un petit peu ensemble l'origine de cet entraînement. Et aussi, pourquoi est-ce que ça a été important pour Dave Castro de faire un WOD 0 dessus? J'ai écouté un podcast entre lui et Sevan Matossian qui était enregistré il y a quelques jours. Et en fait, j'en ai appris plein sur Chad Wilkinson. L'individu qui a inspiré Chad. L'histoire de base que tout le monde connaît, c'est que Chad, c'est un évicile, que c'est quelqu'un qui a souffert de désordre post-traumatique à la fin de ses déploiements et qui malheureusement a mis fin à ses jours en 2018. Sa femme, c'était membre du séminaire staff, donc elle faisait le même métier que moi mais aux États-Unis. Et vu que son mari adorait la randonnée, il avait pour habitude dans leur garage
garage de s'entraîner en faisant 1000 step-up lestés. Et j'ai appris que c'est une autre collègue à moi qui s'appelle Bobby Millsap, qui est une femme qui vit dans le sud des États-Unis, elle-même mariée avec un ancien militaire américain, qui a expliqué que c'était un des entraînements qu'affectionnait Chad. Et c'est du coup comme ça que Dave en a fait un Hero WOD. Donc, les trucs intéressants à savoir sur Chad, parce que on s'en rend pas compte, mais c'est que le mec, il était ultra badass, ok, dans le sens où il est rentré au Navy Seal. Donc déjà ça, c'était dans le 1% du 1% du 1%. Il a quitté l'unité, ok, donc il démissionne le mec. Peut-être qu'il retourne dans l'armée normale, mais en tout cas, il quitte l'unité. Et crois-moi, c'est quand même le genre de maison où c'est soit t'es in, soit t'es out, ok. Et ensuite, il a décidé de la réintégrer, cette unité. Et donc, il a repassé l'intégralité des tests d'aptitude physique, ok, pour redevenir un SEAL. Et apparemment, c'est là qu'il a fait connaissance avec Dave Castro, qui a été qui était instructeur chez les SEAL. Donc, j'ai souvent ça pour rigoler. Mais si vous avez vu le film Basic avec Travolta et Samuel L. Jackson, et ben Dave Castro, c'est Samuel L. Jackson, ok, plus ou moins dans le film. Et donc, je sais pas si tu imagines à quel point c'est comme si tiens. C'est comme si un de tes proches, il avait envie de devenir chasseur alpin, qui passe tous les tests pour devenir chasseur alpin. Finalement, il dit vas-y, pour une raison X ou Y, je me casse, et qu'après, il refaisait l'intégralité du processus de sélection. C'est quand même un délire, non? Ouais, c'est balèze. Franchement, c'est balèze. Et puis, on a l'habitude un peu de ce genre d'hommage dans le milieu de CrossFit, mais l'implémenter au CrossFit Games, des robots de CrossFit Games, on a déjà vu certains, mais c'était quand même avec des répertoires gestuels un peu plus variés. Là, le WOD Chad, c'est quand même quelque chose qui, de prime abord, qui pourrait paraître un peu rébarbatif, mais déjà, il faut voir, comme tu l'as dit, ce qui se passe derrière le WOD, il faut voir l'histoire qui est derrière tout ça. Donc ça, faut pas l'oublier quand vous allez voir l'event se faire, et on peut faire confiance à Dave Castro et son équipe pour créer un truc où il y aura quelques twists, j'imagine. Ouais, ça c'est sûr. Alors, la portée de l'event, c'est de dire aussi qu'aujourd'hui, Chad, aux États-Unis en tout cas, c'est aussi le nom d'une fondation qui aide à lever des fonds pour aider à lutter et à aussi améliorer la conscience qu'a l'opinion publique autour de ce qu'on appelle les désordres post-traumatiques pour les Américains, ou du moins les soldats qui ont été déployés sur le terrain. C'est quelque chose qui existe aussi en France, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas exclusif à ce pays-là. Et ensuite, oui, en termes de twist, la question que tout le monde se pose, c'est quels sont les changements que va pouvoir faire Dave Castro. Et pour l'instant, ils sont pas très connus. Je pense que vraiment la vidéo avec Trista montre clairement le standard d'exécution du mouvement. Donc un step-up over, le fait de chercher à tendre momentanément les deux jambes au moins sur la boîte, ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait rester et qui devrait contribuer, l'air de rien, à raccourcir un tant soit peu la durée de l'event. Mais comme sur une vidéo que j'ai pu poster récemment, il y a quelques zones encore d'ombre. On voit pas la boîte. Donc, quelle forme est-ce qu'elle a exactement? Est-ce que c'est une boîte qu'on pourrait être amené à déplacer ou à faire tourner sur elle-même pour qu'elle ait différentes hauteurs au gré du temps qui avance dans le WOD et donc que ça devienne plus challengeant. Le sac est balèze. Est-ce que c'est vraiment le sac qui va être utilisé au CrossFit Games? Est-ce que c'est comme dans l'épreuve de course à pied là avec Matt Fraser où Matt Fraser avait perdu un sac lesté? Est-ce qu'au fil du temps ou au fil des reps, on n'en viendrait pas à rajouter du lest ou à enlever du lest, du sac? Et puis après, moi, je me suis tapé un petit délire parce que tu sais, t'as un Puki qui est derrière en train de galérer à faire un muscle up et je me suis dit tiens, peut-être qu'il y aura des muscle up avec le sac à dos Gorox sur le dos. C'est juste une conjecture, mais ça me faisait rire de penser à ça. Dave Castro, c'est possible qu'il y ait un petit truc caché dans un coin et qu'il dit mais je vous l'avais mis sur la photo qu'il y avait une dumbbell qui traînait au fond. Et en plus, c'est le sac, c'est le muscle up avec le sac à dos Gorox, c'est un truc aussi qui avait un peu déjà les step-up, c'est un truc qui a fait couler un petit peu d'encre pendant les quarts de finale. Donc c'est un peu le style de Dave Castro de dire ah oui bah tiens t'aimes pas donc je t'en remets, même si là du coup on fait les step-up over et que c'est moins chiant à juger. Mais aussi aux demi-finales il y a un an. S'il faut toujours tendre les jambes, il faut toujours tendre les jambes. Et en plus de ça, je sais pas si tu te rappelles, mais quand il y avait eu les muscle up avec le Gorox, c'était aux demi-finales de 2023. C'est aussi tout le monde, à Berlin, Berlin pour nous, mais aussi ailleurs. Tout le monde n'était pas forcément, enthousiasmé par ce mouvement-là. Et je trouve aussi que c'est bien du genre de Dave Castro de dire, bah tiens, vous vous rappelez ce truc-là que je vous avais mis aux demi-finales? On va voir si vous avez fait vos devoirs, si vous êtes capable de le faire maintenant. Peut-être est-ce que vous êtes capable de le faire strict, tu vois, ce qui limiterait aussi au passage un peu le risque de bobologie. Ouais, bref, franchement, je trouve pas que ce soit si lunaire que ça. Et on va voir à quoi ça va ressembler. Autre piste, et celle-ci elle est complètement officieuse, qui a été laissée par Dave Castro. Je sais pas si tu as vu Gauthier, mais il s'est amusé à faire des interviews de chacun des 80 athlètes qualifiés pour les CrossFit Games cette année.
Franchement, ça a dû être un boulot de titan pour lui de faire ce truc-là, mais pour des gens qui sont passionnés de CrossFit, franchement, c'est génial parce que les mecs se livrent pour de vrai là-dedans. Je les ai pas toutes regardées, j'ai regardé évidemment ceux de Claudia et Victor, j'ai regardé aussi celle de Yella Hosté, ouais, je m'engage sur ce nom, c'est comme ça qu'on dit, Yel Host, Yel Host, Il est, peu je crois. importe, Yele, mais en tout cas, tu vois, si t'en apprends un peu plus sur la manière dont les gars s'entraînent, comment ils vivent leur carrière de CrossFit, et franchement, Dave Castro, sa carrière, elle peut être refaite juste derrière, parce que c'est quand même un sacré intervieweur. Et en tout cas, on sait aussi que les profs d'anglais dans l'Est de la France, ils sont pas pourris. Parce que franchement, Vico, il se démerde bien. Ouais, ouais, Il carrément. parle vraiment pas mal anglais, hein. Ah, lui aussi, les Et profs Yele, physiques, on il m'a parle bien. dit, ouais. Et Yele, on m'a dit aussi qu'il est arrivé avec toute une série de questions. Donc, j'ai pas encore regardé son interview, mais apparemment, ça s'est un peu renversé. C'est plutôt lui qui avait les questions pour Dave que l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, il y a plusieurs montages qui ont été faits de ces interviews, notamment par Andrew Hiller, là, qui a une chaîne YouTube que je vous invite à regarder avec parcimonie. Mais quoi qu'il en soit, il fait énormément de fois référence à l'entraînement Cindy. Il demande aux athlètes s'ils aiment Cindy, s'ils l'ont déjà fait, combien de reps et de tours ils font. Et d'ailleurs, c'est drôle de voir que les crossfitters les plus jeunes parfois disent en toute transparence qu'ils n'ont jamais fait Cindy, qu'ils ont fait des choses qui ressemblaient à Cindy, mais pas le Cindy en lui-même. Donc, est-ce que ce serait pour annoncer qu'on va avoir droit à un entraînement de gymnastique relativement long, peut-être, tu sais, une version remixée, comme on avait fait Hélène et Elena ensuite au CrossFit Games. On fait évoluer de ces pull-ups, ça part à barre muscle-up, etc., etc. Bah, peut-être que cette année, au Games, on pourra avoir une version un peu pimentée de Cindy. À nouveau, hein, pourquoi pas avec un sac lesté, pourquoi pas avec des mouvements de gym un peu plus challengeants, sans pour autant que ça rappelle Marie. Ça pourrait être intéressant, d'autant que Marie a été comment dire, a été publié sur CrossFit.com il n'y a pas si longtemps que ça. Donc bon, ça peut être une petite série d'indices. Et moi, je vois bien ça hein, comme épreuve des Games. Je pense effectivement, surtout que Castro a revendiqué beaucoup la simplicité de la programmation cette année. Donc je me dis un bon basique, là, un bon triplé fondamental de gymnastique, ça pourrait arriver. Ouais, carrément. Et puis même, tu parlais des twists. Je suis même pas certain que sur les WOD de benchmark, il va faire des twists. Il y a déjà eu des WOD avec des twists. Il y a eu Jackie Pro à un moment en finale, mais Marie, on n'y a pas touché. Et en fait, ça a mis des benchmarks, enfin, ça a mis des scores tellement hauts. On se rappelle de Noah Olsen et Gary Pierce qui avaient fait des scores stratosphériques à Marie. Ça se trouve, on va voir des garçons et des filles faire un score à Cindy que nous, on pourra même pas regarder au tableau, quoi. Des trucs de ouf, quoi. On pourrait essayer de le faire à deux, tu sais, un Ouais, tour à toi, un tour à moi. carrément chez En les... vrai, hein. Yes. En tout cas, voilà, c'était un petit peu le récap de ce qu'on sait à l'heure actuelle des CrossFit Games. Une nouvelle fois, c'est véritablement cette année plus que jamais une aventure que vous devez suivre pour plein de raisons différentes. Mais je pense que la première, c'est que en individuel, en tout cas, on a la chance d'avoir un représentant garçon et un représentant fille. Vico et Claudia qui sont tous les deux déjà arrivés aux États-Unis et qui se préparent gentiment. J'en profite pour faire un coucou à Basile. Bienvenue dans le monde de ceux qui tracent avec des meufs plus fit qu'eux. Et quoi qu'il en soit, ça vaut la peine de regarder. Je pense que cette année, les games à l'échelle européenne, ça va très bien cartonner dans le sens où il y a des valeurs sûres, hein, il y a des BKG, il y a tout ça, mais il y a les Allemands qui ont réussi à qualifier un athlète, les Italiens aussi, les Espagnols. Donc honnêtement, voilà, on devrait pousser fort et je pense que ça va être très très belle édition de la compétition. Ouais, carrément. Et puis, n'oubliez pas le stream sur YouTube. On a commencé à planter le clou avec le French Throwdown. Il y avait quand même des gens plutôt haut placés dans CrossFit, comme Don Fall et Adrian Bozman, qui ont vu ce qui se passait en Europe et avec la chance qu'on a eue en France pour le CrossFit européen. Si on continue de faire tout ce qu'on fait avec des chiffres exceptionnels, parce que CrossFit regarde ce qui se passe aussi hors des États-Unis sur les chiffres et sur la manière dont on interagit avec le CrossFit, c'est que des bons signes pour ce qui peut se passer pour la suite pour la communauté européenne. Yes. Et du coup, bah, maintenant qu'on a terminé ça, on peut peut-être un petit peu recentrer la fin de ce podcast qui va signer un petit peu un entre-deux. C'est un peu notre podcast off-season à toi et moi, entre le millésime Putain, on a dit 2024-2025 et maintenant. la fin de la saison 2023-2024. Bah ouais, mais c'est un peu nos playoffs, tu vois, si tu veux. C'est un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, on voulait un petit peu parler de coaching parce qu'à la base, le podcast, quand on l'a créé, vraiment avec Gauthier, c'était ça notre objectif, c'était de parler de la pratique, du coaching. On voulait le faire de manière un peu rigolote. Et c'est vrai qu'on parle souvent du sport de CrossFit parce que c'est un sujet qui est fédérateur, mais néanmoins, c'est pas nécessairement le cœur de ce qui nous passionne au quotidien. Et donc, on voulait conclure ce podcast-là, en plus de nos recommandations habituelles, mais simplement sur deux conseils. Et
Le premier, c'est moi qui vais le donner. C'est quelque chose qui est lié à la mise en place. C'est-à-dire que souvent, quand on est entraîneur, on sous-estime l'importance de ce qu'on appelle la gestion de groupe et notamment la partie logistique pour donner une bonne séance. Et moi, c'est véritablement quelque chose auquel je crois. Je crois que c'est très très dur de retenir trop d'informations dans sa tête quand on doit connecter avec les gens qu'on est en train de coacher et que donc très souvent le meilleur moyen de se décharger un petit peu l'esprit c'est d'avoir mis en place dans la box tout ce qui va pouvoir nous aider à faire en sorte que ça glisse. Et l'un des éléments un des éléments fondamentaux pour moi, c'est la mise en place de l'équipement. Ok, donc que ce soit la veille au soir pour le lendemain ou bien directement le matin quand on arrive, ça a l'air de rien, mais mettre en place l'équipement et que ce soit pas les athlètes qui le fassent, c'est une bonne manière de visualiser sa séance. Vous voyez, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un entraînement assez basique. C'est un minimum de 20 minutes avec du rameur, des box jump et de la mat sit-up. Et si vous regardez derrière moi, je suis succinctement, vous verrez le matos, il est mis en place. Ouais, Ça, effectivement. je sais que Et ça a l'air pardon. ça. Bien aligné, hein, bien aligné. On voit Ah, c'est beau, hein. que je suis à fond dedans. Et c'est aussi du point de vue des deux protagonistes de la séance. Il y a du côté coach, il y a du côté athlète. En tant qu'athlète, dites-vous que si votre coach a mis à table avant que vous arriviez, vous allez passer plus de temps à bouger. Parce qu'on sait que ça prend un temps de ouf. Même si vous faites des séances de 12 personnes dans votre box, ça prend un temps de ouf que tout le monde sorte sa barre, machin et tout ça. Et en tant que coach, quand vous coachez même votre general warm-up, enfin même surtout votre general warm-up, si vous placez pas vos athlètes ou si vous avez déjà pas placé en amont les kettlebells ou les plates ou peu importe ce que vous voulez utiliser, vous allez passer le temps de votre general warm-up, eux de connecter, eux de coacher, à dire à Mireille, décale-toi un petit peu vers la gauche, toi mets-toi là-bas, parce que vous voyez une kettlebell qui frôle un mec qui fait un down and up, et c'est pas coacher, là c'est juste faire la police et éviter que quelqu'un se prenne une kettlebell sur la tronche. En plus, l'autre avantage quand vous mettez cette fois-ci du point de vue du coach euh, le matériel en place d'une certaine façon, c'est qu'en vrai, si vous cherchez un peu à optimiser ce que vous faites, vous pouvez aussi orienter l'équipement pour faire en sorte que les athlètes, lorsqu'ils s'en servent, ils soient positionnés d'une manière qui vous rende la vie facile, notamment pour être capable de détecter les fautes entre guillemets les plus grossières, les problèmes de sécurité, les manques d'amplitude, peut-être les setups qui sont pas les bons. Donc rien qu'en gérant un petit peu l'espace, par exemple, entre les box, j'incite mes athlètes à se mettre d'un côté de la box et c'est ce qui, moi, m'arrange parce que je vais être en mesure de pouvoir leur faire des consignes visuelles, par exemple. Donc, je fais exprès de positionner mes box très serrées l'une par rapport à l'autre et c'est des petits détails, je sais, mais vraiment, ça fait la différence. L'autre point, vraiment, et notamment pour enthousiasmer vos athlètes, c'est du point de vue du pratiquant. Et en vrai, quand vous avez un setup qui est un peu soigné quand vous arrivez à la salle, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais tous les gens qui viennent dans votre box, peut-être qu'il y en a qui ont regardé les games ou qui ont eu un copain qui a fait une petite compète ou qu'eux-mêmes, en fait, ils se l'avouent pas, mais ils aiment bien un peu ce côté potache d'aller un petit peu se challenger et de tenter de se dépasser. Et en vrai, quand le matos il est bien mis en place, comme si c'était un petit peu une ligne de travail en compétition, quelque part, ça donne quand même envie de s'enjailler un petit peu, de dire, OK, je vais aller ici sur le rameur, après j'irai sur la boxe, mes push press, je vais les faire là, et ça, c'est ma station pour faire mon mouvement de sit-up, et c'est là que je vais aller. Ensuite, la hauteur de la boxe, le nombre de calories que vous faites, que vous fassiez du GHD sit-up ou vous fassiez du sit-up jambes tendues directement au sol, finalement, ça a peu d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de mettre votre matériel en place en amont, ça vous rend la vie plus facile et que ça dynamise vos séances. Et il en va de même pour les journées de force. Ok, si vous arrivez sur un heavy day et que les barres sont sorties, que les clips sont sortis, bien sûr, il y aura des ajustements à faire en fonction du genre de vos athlètes, mais pour autant, en fait, ça donne un petit peu le ton et ça rend tout de suite la séance beaucoup plus réussie. Et vous, ça vous permet aussi, je rebondis un peu sur cette idée de poser les barres au sol, ça vous facilite aussi grandement le job, parce que vous savez toujours qu'il y a des athlètes qui vont être un peu moins avancés dans vos séances, qui vont essayer de se planquer pendant les phases d'enseignement, et qui vont se dire, ok, je vais me foutre derrière, comme ça on me verra moins, et je serai plus tranquille. Mais en fait, le fait de placer différentes barres, différents poids de barres, va vous permettre de vous jauger de qui vous placez proche de vous, et quelles sont les personnes que vous devez garder quand même pas trop loin de la main, parce que vous savez qu'aujourd'hui vous enseignez du snatch, et que c'est quand même un mouvement qui est un peu challengeant, et c'est pour moi le mouvement à coacher qui est le plus gratifiant en tant qu'entraîneur, parce que malheureusement pour nous en tant qu'entraîneur, tout le monde peut snatcher à la fin d'un bon enseignement. Au moins le ring muscle up, on est tranquille, on sait qu'on sera pas magicien et que si on a un peu de manque de force, on va dire à quelqu'un fais des ring rows et des pompes sur les genoux et cool, je suis quand même un bon entraîneur. Malheureusement le snatch, le résultat il peut être garanti au bout de 20 minutes.
Yes. Et puis voilà. Et puis en plus, une nouvelle fois, là, on prend l'exemple de l'arraché et de la perte de temps qu'on a envie d'éviter, surtout si on a envie de faire bouger nos athlètes longtemps dans la séance ou du moins la plus grosse partie du temps dans la séance. Mais vous savez, des fois, je lis des prog et c'est pas une pique, hein, mais c'est on parle de RPE, on parle de RIR, nombre de reps en réserve, etc. Machin. On parle de pourcentage par rapport à ton max. Moi, franchement, je suis toujours vraiment impressionné parce que moi, les athlètes que je coach, la plupart du temps, du moins à la boxe, hein, certains ils sont ingénieurs, d'autres ils sont docteurs, certains ils sont artisans, d'autres bref, ils viennent vraiment de tout corps d'état, tout corps de métier. Mais moi, les miens, ils savent pas déjà faire la différence entre une ligne et une colonne. Je leur dis, formez-moi 4 lignes de 3 et tout, et je me retrouve avec un truc, oh, c'est le bordel. Et donc voilà, et c'est simplement parce que nos athlètes, quand ils sortent de leur environnement, on est là pour les guider, et que donc tout ce qu'on peut faire pour leur simplifier la vie, il faut le faire. Bah, achetez des plots et mettez vos plots par terre avant l'échauffement général. Vous gagnez un temps de ouf. Ça, les plots plats là, les plots plats de PS là, Ouais, putain. ça franchement c'est la base. Ça pour les échauffements généraux, pour gagner du temps dans la mise en place, franchement c'est cool. Et vous pouvez même faire le jeu de épaules, hanches, genoux et attraper le plot. Et ça c'est un bon jeu. On va du coup pouvoir passer à notre deuxième conseil complètement de coaching qu'on voulait évoquer avec Gauthier. Est-ce que tu veux attaquer sur ce conseil-là, Gogo? Ouais, effectivement le conseil il est relativement court. Coacher avec une montre. S'il vous plaît, pour plein de raisons. La raison, c'est que il y avait un entraîneur de CrossFit de level 4 qui s'appelle Jason Ackerman qui en parlait, il parlait comme ça. Et comment il parle? J'étais à 50 minutes, il n'y a plus personne. Ah, Tu peux imiter Jason Ackerman si t'as envie. Tu sais que j'ai une très bonne imitation de Jason Ackerman. Je te dis ça, il n'y a plus personne là. Ouais. 50 minutes, vas-y, c'est pour toi. Oui, vous êtes obligé de le voir en vidéo parce qu'effectivement, Jason Ackerman, ouais, il a. Bref, ce monsieur-là, il dit quand même pas que des bêtises et il disait que une des bonnes qualités d'une bonne séance, c'est qu'elle commence à l'heure et qu'elle termine à l'heure et c'est ce qui fait déjà la qualité d'une bonne salle affiliée. Et ce qui se passe entre le 0 et le 60, bah, il se passe grâce à votre montre. Vous pouvez pas lancer votre échauffement, lancer votre enseignement et croiser les doigts qu'il vous reste suffisamment de temps pour faire le WOD et avoir le temps de faire un bon cool-down avec vos athlètes, prendre les scores, les étirements, passer un coup sur le matériel et accueillir les gens qui arrivent ensuite. Donc la montre, c'est primordial. Yes, et en plus de ça, la montre vous libère parce qu'elle vous sert de boussole temporelle. Bon, ça, comme l'a dit Gauthier, c'est-à-dire que nous, par exemple, on écrit des plans de cours. Quand les plans de cours, on les envoie, on va pas se mentir, c'est un plan de cours qui va être utilisé par différentes boxes au travers de la France, de la Belgique et de la Suisse. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une version de la classe qui, même si on souhaite qu'elle reste flexible, c'est dans un monde parfait, quand tout se passe bien, etc. Et le monde réel, malheureusement, ne fonctionne pas comme ça. Là, tout à l'heure, j'ai une athlète qui va venir se présenter au cours de 18 heures. Elle a une cheville blessée, elle est pas sûre de pouvoir faire les step-up, etc. Donc, le temps que je vais devoir lui consacrer, si j'ai besoin de changer mon option d'adaptation, c'est autant de temps qui vont être simplement prises de cette vision un peu idéale et idyllique de la réalité qui est marquée sur mon plan de cours. Donc, au moins la montre, quand je vous dis que c'est une boussole, c'est que si vous savez que vous avez une heure butoir à laquelle vous devez lancer votre entraînement pour une séance réussie, vous pouvez toujours agir en pleine conscience. Et l'autre truc, c'est que très souvent, les gens ou la plupart des coachs, quand vous coachez simplement avec l'heure affichée sur le timer, vous pouvez vite vous perdre parce que vous lancez un échauffement, donc vous lancez un minuteur, donc au final vous savez plus vraiment quelle heure il est, puis vous revenez dessus, puis vous devez le reparamétrer par rapport à votre foot du jour. C'est facile un peu de perdre ces points de repère. Et aussi, ça vous fait perdre du temps parce que parfois, admettons sur un échauffement, vous avez décrété ou c'était marqué dans le plan de cours que vous suivez que l'échauffement, c'est 4 minutes d'un AMRAP, mais en vrai, vos athlètes arrivent à 2 minutes 30, ils sont déjà cuits, ok? Ils sont déjà chauds, le but physiologique de l'échauffement est déjà atteint. Donc pourquoi nécessairement le faire durer plus longtemps? Ok, si ce n'est parce que le chrono il continue à défiler et que vous avez annoncé que c'était 4 minutes et que donc vous poussez l'échauffement alors qu'en vrai vos athlètes qui sont les meilleurs, eux sont déjà échauffés et ils sont pas spécialement venus peut-être pour faire des broad jumps, tu vois, des inchworms et compagnie, et que les athlètes qui sont les plus débutants, eux en vérité ils sont déjà dans une intensité relative qui est peut-être un petit peu trop élevée pour eux par rapport à leur stade de développement. Tout ça pour vous dire, ok, que déjà pour gérer ce qu'on appelle l'entraînement de palier et les objectifs physiologiques de chaque séance, plutôt que de lancer un chrono, annoncez à la voix pendant combien de temps vous comptez faire bouger vos athlètes, lancez un chrono sur votre montre, et si vous vous rendez compte que finalement, c'était pas assez long ou trop long,
ajustez et dites simplement, OK les gars, on a fait la moitié, on peut accélérer, alors qu'en vrai, vous avez fait qu'une minute 10. OK, on va prendre encore 30 secondes. Allez, c'est les 30 dernières secondes de travail, on accélère et vous arrêtez au bout de 15. OK, ils feront même pas la différence. Mais si vous êtes capable de faire ces arbitrages-là parce que vous l'avez décidé et en pleine conscience dans l'intérêt de vos athlètes, ils sont bons à faire et c'est toujours plus intéressant que de rester bloqué à cause d'un timer. Ouais, c'est clair. Donc coacher avec une montre, c'est vraiment une bonne plus-value. Essayez ça. Essayez-vous de gérer votre general warm-up. Regardez le temps qui est alloué sur ce que votre head coach vous a envoyé ou sur la programmation que vous suivez. Et essayez-vous de jouer de temps en temps sur à chaque cours, vous vous dites OK, j'essaie de jouer un peu sur le temps que j'arrive enfin le temps que vous avez, vous gardez le même, pardon, mais vous jouez sur le format que vous allez faire. Si par exemple c'est un AMRAP de 4 minutes, dites-vous OK, aujourd'hui c'est moi qui gère tout à la montre. Je fais 20 secondes de chaque mouvement et je les fais changer moi-même pour voir un peu ce qui se passe. Et vous allez voir que les visages de vos athlètes, ça va pas être le même à la fin, puisque déjà vous allez beaucoup plus parler que ce que vous parlez d'habitude dans les échauffements généraux, et l'ambiance va être bien meilleure, et les athlètes vont avoir envie que d'une chose, c'est de prendre un PVC pour s'échauffer ou une barre à vide pour passer à la partie technique. Ouais, puis je sais pas pour toi, mais moi je trouve Gauthier, quand tu fais ça aussi, t'es plus conscient aussi de la dynamique de ta classe. Ouais, Tu sais s'il y a de l'énergie ou si les mecs ils sont un peu crevés. Ça c'est cool. Et puis l'autre point, c'est quand tu dis, ouais effectivement, pour les mecs qui peut-être qui écoutent le podcast et qui un jour auront envie de passer le level 4 par exemple, dites-vous que dans l'échauffement général, la plupart du temps quand même, on va vous recommander d'être celui qui guide le passage des athlètes d'un exercice à un autre, simplement pour vous permettre d'avoir des gens qui bougent sur le mouvement que vous avez décidé au moment où vous l'avez décidé. Ce qui permet quand même d'avoir votre œil qui est fixé au bon endroit et de voir davantage de choses. Et puis en plus de ça, quand on fait un AMRAP ou un truc comme ça, ou lorsqu'on est trop, par exemple, accroché au chrono, vous l'avez sans doute vécu. Là, ce matin, par exemple, je coachais la rameur, tu vois. Et donc, dans le plan de cours qu'on a prévu, on n'a pas prévu de passer des tonnes et des tonnes de temps sur le rameur aujourd'hui. Donc, essentiellement, les gens, ils commencent pendant l'échauffement général. Et si je travaille avec 30 secondes de temps de travail, 10 secondes de transition, comme ce qui est marqué sur le plan de cours que j'ai moi-même écrit, le problème qui se pose pour moi, c'est que des fois, je peux tomber sur quelqu'un qui est complètement néophyte sur le rameur et j'ai besoin de corriger auprès de cette personne quelque chose qui est important. Et malheureusement, j'aurais besoin de 4, 5, 6 secondes de plus. Mais la personne, si je la bloque avec moi pour corriger la faute, malheureusement, elle perd le flux de l'entraînement et en fait, je suis fucked. Donc, j'ai pas d'autre choix que de lui dire, OK, bon, vas-y, remonte et on se revoit après. Mais le problème, c'est que le après, des fois, il n'existe pas en fonction de la classe que vous avez. Alors que quand c'est vous qui décidez de passer d'un exercice à un autre, alors oui, ça vous force à être réveillé parce que vos 30 secondes, vous n'avez pas envie de les transformer en 50 secondes ou une minute. Mais des fois, vous avez du coup la largeur et la latitude de pouvoir, OK, je vais investir 10 secondes de plus auprès de cette personne maintenant pour corriger cette faute-là maintenant pendant qu'elle bosse sans trop d'intensité et espérer que ça dure dans le temps. Et vos athlètes, une nouvelle fois, quand c'est vous qui dites rotate ou switch ou on change d'exercice, en vrai, eux, ils sont pas nécessairement conscients du truc, mais ils sont souvent inconscients du truc. La dynamique de la classe reste bonne et pourtant vous avez pu impacter plus efficacement vos athlètes dès l'échauffement. Ouais, pour conclure ce truc-là, le seul moment où pour moi ça pourrait être acceptable de mettre un chrono sur le grand chrono de la boxe, c'est par exemple pendant les phases de journée lourde, au moment où vous allez faire comment on appelle ça, vous allez faire les montées en charge. Au moment où vous allez faire votre montée en charge, là vous pouvez faire un deal avec vos athlètes, vous leur dites je vous laisse 7 minutes pour monter en charge et vous tournez autour des groupes et vous établissez la charge de départ de chacun. Là c'est vrai que les gens ont besoin du chrono, mais le reste du temps c'est vous le mettre à bord, quoi. Les gens n'ont pas à savoir quelle heure il est. Un bon cours de CrossFit c'est un cours où vos athlètes ne voient pas l'heure qu'ils ont passé avec vous passer. Donc c'est vous qui êtes les maîtres du temps et c'est beaucoup plus simple de l'avoir à la montre que de l'avoir au chrono. Et si vous n'avez pas la vidéo, je viens de perdre mon binôme de podcast. Donc c'est la fin de tournage. Ah non, c'est bon, j'ai récupéré mon binôme. On est sauvés. Eh bien voilà les gars, c'était la fin de l'épisode du Shaker Show. Et comme d'habitude, je me permets de vous quitter avec, si vous voulez, ma petite recommandation de la semaine pour vous qui allez suivre les prochains épisodes. Ma recommandation de la semaine est très simple. Si vous avez la chance d'avoir Prime Video, allez regarder un show télé qui s'appelle Ceux qui vont mourir pour toi. C'est un petit peu dans la veine de Gladiator et de Spartacus. Franchement, ça mélange le meilleur des deux mondes.
il y a de la trahison, des stratagèmes, de l'intrigue, et en même temps, il y a des combats relativement épiques. Ça se passe sur Prime. Il y a qu'une seule saison. Vous le savez, moi j'aime bien tout ce qui concerne un petit peu les loisirs où on peut se poser et consommer de la fiction en long, en large et en travers. Donc pour celle-ci, n'hésitez pas. Et puis au mois de novembre, il y a Gladiator 2 qui sort. Donc il est aussi temps pour vous et pour tous ceux qui n'ont jamais vu le 1 de se replonger dans ce morceau de bravoure cinématographique qui est sorti il y a 24 ans maintenant. C'était le nouvel épisode du Shaker Show. Je vous dis à tout bientôt. Ciao. Ciao les gars.